Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous viens avec une affaire américaine, la disparition de Tammy Lee Leppert, qui est très connue là-bas, mais peu traitée en France. J'ai regardé par curiosité parce que j'en avais jamais entendu parler. Et les autres youtubeurs, podcasteurs français de faits divers n'en ont pas parlé de ce que j'ai vu. Et j'étais un peu surprise parce que Tammy Lynn Leppert, je vais tout de suite commencer par l'appeler Tammy parce que ce sera plus pratique et ça vous évitera de supporter mon accent anglais, enfin mon accent français quand je parle anglais. Donc Tammy, elle a un parcours de vie vraiment unique. Je sais pas si peut-être la nouvelle génération moins avec les réseaux sociaux, mais jusqu'aux années 2000, là, les personnes qui étaient belles, les femmes belles, les hommes beaux, apparaissaient surtout dans les magazines. Et donc, apparaître dans les magazines, c'était un rêve pour beaucoup d'ados. C'était ça, en fait, être célèbre. C'était pas avoir une chaîne Instagram avec plein d'abonnés. C'était être sur la couverture des plus grands magazines. Bon, comme on n'a pas tous le visage pour ou le corps pour, après, c'est une passade. On se fait vite une raison et on se fixe d'autres objectifs dans la vie. Mais Tammy, elle avait baigné là-dedans depuis qu'elle était toute petite et elle était extrêmement belle, magnifique, vraiment la blonde américaine typique qui répond aux critères de beauté de l'époque, des longs cheveux blonds ondulés, des yeux noisettes, un grand sourire. Elle avait commencé à faire des films, à tourner dans des films, pas des rôles principaux, mais quand même dans des grands films, on va en reparler. Elle a joué notamment dans Scarface avec Al Pacino. Donc, quand elle disparaît à 18 ans en pleine journée dans la petite ville de Cocoa Beach en Floride le 6 juillet 1983, elle n'est qu'au début de sa carrière et au fond, elle n'est encore qu'une enfant. C'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Tammy Lynn Lippert naît le 5 février 1965 à Rockledge en Floride. Pour vous situer, c'est à 20 km à vol d'oiseau de la base de lancement de Cap Canaveral. Tammy est une enfant adorable, une petite blonde au grand sourire, l'esprit vif. Dès l'âge de 4 ans, sa mère, Linda, l'inscrit à son premier concours de beauté, puis un second. Et à chaque fois, la petite fille finit sur le podium. Première dauphine, deuxième dauphine, mais la plupart du temps, c'est elle qui remporte le premier prix. Linda devient son agent, elle passe son temps à gérer la carrière prometteuse de sa fille. Le monde des concours de beauté aux États-Unis, c'est quand même quelque chose. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder le film Little Miss Sunshine, mais aussi de vous procurer mon livre sur l'affaire John Bennett Ramsey. Petit topo, la petite fille de 6 ans avait été retrouvée morte dans le sous-sol de la maison familiale et 30 ans plus tard, parce que là ça va faire 30 ans en décembre, 30 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui l'a tuée, même si plusieurs suspects, dont des membres de la famille, ont été nommés par les enquêteurs. Et dans ce livre, on plonge aussi au cœur de ce milieu si particulier des concours de beauté. Et les concours de beauté pour enfants aux États-Unis, on peut dire, enfin, je pense que je peux dire malsain. Après avoir fait pas mal de recherches sur le sujet, je m'autorise à émettre ce jugement. Bref, je vous mettrai le lien pour aller trouver mon livre sur Amazon. Quand Tammy a 7 ans, son père dit à sa mère: «Écoute, c'est les concours de beauté ou moi». Est-ce qu'il disait ça parce que Linda y consacrait tout son temps, toute son énergie, ou est-ce qu'il disait ça parce qu'il ne cautionnait pas le principe des concours de beauté? Je n'ai pas réussi à savoir, donc je peux juste vous dire que Linda s'est accrochée à ses rêves et qu'ils se sont séparés quand la petite Tammy avait 7 ans. Et d'ailleurs, après, on ne parle plus du tout de son père. Il ne s'est pas spécialement manifesté quand on recherchait sa fille. Tammy donc reste vivre avec sa mère. Quand elle a 13 ans, un garçon de 11 ans, Wing Flanagan, dont la carrière est gérée par Linda, s'installe avec elle. À 16 ans, elle a déjà participé à 300 concours de beauté et en a gagné, écoutez bien, 280. C'est une petite célébrité locale, une star montante. Tout le monde veut être là pour ses anniversaires, on se dispute son attention à l'école, dans la rue, et Tammy maîtrise parfaitement son image. Elle ne sort jamais sans son brushing. Elle ne sort jamais sans brushing, sans maquillage et surtout jamais sans avoir soigné sa tenue. Le 21 mars 1980, un journaliste de Florida Today écrit un article sur elle intitulé La fille de Coco, star de demain. Cocoa Beach, c'est le nom de la ville accolée à
Rockledge, où elle vit. C'est là qu'elle va disparaître 3 ans plus tard. Dans son papier, le journaliste raconte son parcours déjà bien rempli, en plus du mannequinat. Une vingtaine de pièces de théâtre, plusieurs publicités. Et ce qu'elle veut, elle, c'est être actrice, être une star. Mais le peu de caractère que l'article révèle, je sais pas. Tammy a l'air, en plus d'être belle, percutante, drôle, consciente de l'effet qu'elle fait aux autres, mais pas méchante. Ambitieuse, mais pas imbue d'elle-même. À propos de sa relation avec certaines filles au lycée, elle dit: «Ce n'est vraiment rien de grave, mais vous savez comment les filles sont, elles pensent que vous allez essayer de séduire leurs copains». Et justement, elle raconte une anecdote assez sympa. Elle dit qu'un jour, elle s'est présentée à un garçon au lycée et elle dit, je cite: «Il s'est mis à trembler, donc j'en ai déduit que je ferais mieux de revenir le voir à un autre moment». Ah, les hommes, si sensibles parfois. En tout cas, ça montre sa vivacité d'esprit et son humour. Tammy a vraiment tout pour elle, à la biologie. Certains ont plus de chance que d'autres. En 1982, âgée de 17 ans, elle obtient un petit rôle dans la comédie américaine Spring Break. Le film est catégorisé comme American Sex Comedy, donc je pense que c'est l'équivalent pour l'époque d'American Pie ou de Sex Academy, avec un peu plus de pudeur, quoi. Elle y joue un rôle de boxeuse qui gagne un combat dans un bar lors d'un Spring Break. C'est aussi son bassin en bikini qui est choisi pour l'affiche du film. On y voit 4 hommes en train de planter un drapeau blanc Spring Break sur le haut de sa hanche bronzée. Le tournage a lieu au nord de Miami à Fort Lauderdale, en Floride, en juillet et août 1982. Et Tammy n'y passe que quelques jours vu qu'elle ne fait qu'une scène. On est plus d'un an avant sa disparition. Pourtant, les choses commencent déjà à dégénérer. Après le tournage, elle se rend à une fête qui dure un week-end et elle en revient complètement transformée d'après sa mère. Elle, qui était toujours joyeuse, extravertie, sociable, se renferme, semble avoir peur et cette peur s'intensifie de jour en jour. Durant l'automne et l'hiver, Tammy continue l'école et signe quelques contrats de mannequinat. La sortie du film Spring Break est prévue pour mars 1983, justement pour le Spring Break, et tout le monde pressent déjà que ce sera un carton. Il y a tout. Les bons acteurs, le sujet du sexe, les bons producteurs et surtout, la bonne publicité. Mais cette future popularité assurée ne semble pas réjouir Tammy, alors que c'est ce dont elle avait toujours rêvé. À Wing Flanagan, qu'elle considère comme son frère maintenant, qui lui demande qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, elle répond rien, tout va bien, ou tente d'éviter le sujet ou de dédramatiser en riant. Mais quand le téléphone sonne à la maison et qu'on la demande, Tammy supplie son frère de dire qu'elle n'est pas là. Puis, plusieurs petites phrases alertent sa mère. J'ai vu quelque chose d'horrible, quelque chose de vraiment affreux. Un jour, elle lui demande: Maman, qu'est-ce que t'en penserais si je te disais que quelqu'un veut me tuer? Mais quand sa mère lui demande des explications, d'aller plus loin, pourquoi est-ce qu'elle a peur, pourquoi est-ce qu'elle dit des trucs pareils, la jeune fille ne répond pas, elle se mure dans le silence. Un jour, elle demande à Wing, alors qu'ils sont dans le salon: Regarde par la fenêtre, qu'est-ce que tu vois? Lui, il répond: les voisins ont acheté un nouveau van. Exactement, réplique-t-elle. Et les fenêtres sont teintes, ce qui signifie qu'on ne peut pas les voir, mais qu'ils peuvent nous voir. Et l'hiver passe, sans calmer la nervosité de Tammy. Quand Spring Break sort en cinéma en mars 1983, c'est le carton annoncé, 25 millions d'entrées, en très bonne position au box-office. Et la carrière de la jeune fille semble sur la bonne voie, puisqu'elle a obtenu un contrat pour jouer dans, tenez-vous bien, Scarface de Brian De Palma avec Al Pacino. Elle joue un petit rôle, mais ceux qui ont vu le film se souviendront probablement de son apparition. Elle campe, on ne peut pas dire mieux, la jolie jeune femme en bikini bleu qui vient distraire Manny au volant de sa voiture alors qu'il est censé surveiller les lieux, l'empêchant ainsi de stopper un meurtre à la tronçonneuse qui a lieu dans une douche. Tammy apparaîtra aussi dans une seconde scène, toujours dans son bikini bleu, au bord d'une piscine. Le tournage a lieu à Miami en mars 1983. Et comme c'est quand même loin de Rockledge, à 300 km, elle est hébergée chez un ami de la famille, Walter Leibowitz. Les 3 premiers jours de tournage se passent bien. Elle parvient à boucler sans difficulté ses 2 scènes en bikini, confiante.
Mais le 4e jour, alors qu'elle assiste à une scène où un homme est censé se faire tirer dessus et que le faux sang coule à flot sur le plateau, elle panique complètement. Elle se met à hurler, pleurer, pleurer. On est obligé de l'escorter, se calmer jusqu'à son trailer. Donc les caravanes, vous savez, les camping-cars, même mobil-homes, dans lesquels sont hébergés les acteurs sur les tournages. Et le staff appelle Walter, son contact, pour qu'il vienne la chercher. Elle répète: ils vont me tuer, je ne sais pas où me cacher. C'est la dernière fois qu'elle mettra les pieds sur le plateau de Scarface, sur un plateau de film tout court. Walter, qui l'a quand même sous sa responsabilité, appelle Linda. Il lui suggère d'emmener sa fille voir un médecin et voir la police, histoire de démêler un peu toute cette histoire, parce que bon, quand même, la gamine, elle dit qu'elle a vu des choses affreuses, qu'elle pense qu'on va la tuer, elle surveille les voisins. Bon, il faut faire quelque chose. Retour à Rockledge, retour à Cocoa Beach. Mais Linda ne prend pas tout de suite la mesure de la situation. Elle continue d'essayer de parler à sa fille, elle essaie de lui tirer les vers du nez. Et Tammy ne dit rien de plus que ce qu'elle a déjà dit. Pourtant, elle force Wing Flanagan à goûter sa nourriture avant de la manger, toujours persuadée qu'on essaye de la tuer. Petite parenthèse pour vous dire que je ne trouve pas ça particulièrement sympa. T'es persuadé qu'on essaye de te tuer et tu fais goûter à ton frère de la nourriture que tu crois empoisonnée. Bon, si c'est le mec dont tu es dingue et qui te fait chier, je dis pas, mais là, non, tu plaisantes bien sûr. N'ayez pas peur. Enfin, n'aie pas peur si tu écoutes ça. Les mois passent, l'été arrive, jusqu'au jour de la crise. Le 1er juillet 1983, Tammy sort de la maison dans le jardin. Wing et Linda sont à l'intérieur. Sauf qu'en sortant, elle claque la porte d'entrée derrière elle et la porte se ferme. Ça arrive, ce sont les portes nord-américaines, vous savez, avec la poignée ronde, il suffit que ce soit mal enclenché, paf, ça se ferme à clé. Et Tammy se retrouve enfermée à l'extérieur de la maison. Elle panique, s'accroche à la poignée, la tourne dans tous les sens, désespérément, mais rien ne se passe. Alors, elle avise la batte de baseball familiale qui traîne sur la pelouse, s'en saisit et fracasse la fenêtre pour pouvoir entrer dans la maison. Elle saute ensuite sur Wing et l'accuse d'avoir voulu l'enfermer dehors. Linda, alertée par le fracas, est obligée d'intervenir pour la contenir. C'est la crise qui va pousser Linda à emmener voir le shérif, à qui elle ne dit pas qu'elle est menacée, puis à la conduire au centre de santé mentale du coin pour être gardée en observation. Et pendant 72 heures, c'est ce que vont faire les psychiatres et les infirmiers. L'observer, poser des questions ciblées, prendre ses constantes et analyser son sang et son urine à la recherche de drogue. Les résultats reviendront négatifs. Et ça concorde avec le témoignage de son meilleur ami Rick Adams qui dira plus tard: « Je savais que ce n'était pas à cause de la drogue, je peux affirmer qu'elle n'en prenait pas, elle ne buvait même pas d'alcool. » Suite à cette période d'observation, les psychiatres ne poseront aucun diagnostic. La mère commencera à prendre ses dispositions pour un suivi psychologique, mais Tammy n'aura pas le temps d'honorer le premier rendez-vous. Le 5 juillet, elle sort avec son meilleur ami, Rick Adams, et lui dit à cette occasion: « Tu sais, j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. » Elle lui demande de l'emmener à l'église et là, elle va s'effondrer en larmes et prier. Plus tard, dans l'après-midi, il la dépose devant chez elle, à Rockledge. Elle sort du van et lui dit « Je t'aime », il lui répond « Je t'aime aussi » et elle ajoute « Tu sais, je vais peut-être partir pour quelque temps. » Puis, elle pousse la porte de chez elle. C'est la dernière fois que son meilleur ami la voit. La soirée se passe normalement. Tammy donne l'impression à sa mère qu'elle va mieux, que tout va bien. Le lendemain matin, Tammy se réveille. Elle enfile une jupe en jean et un t-shirt en jean avec des petites fleurs sur le devant. Puis, elle met ses tongs. En milieu d'après-midi, l'un de ses amis, Keith Roberts, on va l'appeler Keith, vient la chercher en voiture à la maison. Tammy dit à sa mère qu'elle sort un peu, elles se disent à plus tard. Puis, Linda se lève et observe sa fille au bout de l'allée monter dans la voiture. Et elle se dit un truc étrange, elle se dit « c'est la dernière fois que je la vois ». Malheureusement, elle a raison. Alors qu'il roule en direction de Cocoa Beach, l'endroit que Tammy adore arpenter pendant des heures, c'est vraiment son endroit favori au monde, Keith et elle se disputent.
Agacé, il la dépose sur un parking devant la Cocoa Beach Glass Bank, un bâtiment de 5 étages à l'abandon, mais incontournable de la ville, à 100 mètres de la plage. Il est environ 15 heures, le soleil est au zénith. Elle laisse ses chaussures et son sac à main dans la voiture. Puis, elle disparaît sans laisser de traces. L'enquête révélera que on ne sait pas exactement quand dans l'après-midi que Tammy a appelé 2 habitants de Cocoa Beach qu'elle connaissait. Elle a appelé 3 fois sa tante, Ginger Kolch, qui possédait une boutique de vêtements sur place, et elle a laissé un message à Ron Abeles, le propriétaire d'un vidéoclub situé à proximité. Petite parenthèse, j'ai quand même dû chercher sur Google comment ça s'appelle un magasin où on loue des vidéos parce que je ne me souvenais plus du nom vu que ça n'existe plus, alors que j'avais une coloc il y a 14 ans qui travaillait dans un vidéoclub et qui a travaillé pendant 1 an. Donc voilà, j'avais oublié le mot vidéoclub. Il y a vraiment des mots, quand on les utilise plus, on les oublie. Donc sa tante et Ron Abeles, les deux, n'étaient pas présents dans leurs magasins respectifs. Donc Tammy a laissé des messages. Les enquêteurs diront que les appels ont été passés d'une cabine à proximité. Nous ne savons pas exactement quels sont les mots de la jeune femme enregistrés sur leur répondeur, mais sa tante affirmera que Tammy avait peur de quelqu'un. Alors voici le moment le plus intéressant selon moi, c'est le moment où on va parler des différentes pistes, des différentes hypothèses. Et ce qui est perturbant, c'est qu'honnêtement, elles sont toutes plausibles, même si certains éléments viennent les contredire un peu. Souvent, on va pas se mentir, on a tendance à privilégier une piste. Enfin, j'essaye toujours de vous exposer toutes les possibilités, mais on a quand même une petite idée de l'explication la plus simple et donc souvent la meilleure. Mais là, je sais pas, je termine cet épisode et je reste indécise. Ça m'arrive rarement dans les affaires traitées sur la chaîne. Ça me fait ça par exemple pour les disparitions de Trevalyn Evans, de Zeb Quinn, peut-être Lars Mittank. Bref, il y en a pas tant que ça sur la chaîne. J'ai vraiment listé tous les épisodes et je me suis dit: en fait, il y en a pas tant que ça où j'ai aucune idée de ce qui a pu se passer. Alors commençons par la première hypothèse, celle qui, je pense, vous a sauté aux oreilles durant l'épisode vu le comportement de Tammy. Et si elle avait eu un épisode durable de paranoïa, une psychose? Listons ensemble les pour et les contre. Pour, elle se sentait constamment épiée, menacée, au point d'avoir peur d'un peu tout et n'importe quoi. Du van des voisins, du faux sang sur le tournage de Scarface, de la nourriture cuisinée par sa mère, de son propre frère adoptif. Et puis quel criminel aurait eu un mobile pour la tuer, elle, une jeune fille de 18 ans? Au point d'attendre 1 an, parce qu'il y a 1 an entre la fête qui suit le tournage de Spring Break et sa disparition, pour s'en débarrasser. Le fait qu'elle soit menacée comme ça n'a pas vraiment de sens. Alors, forcément, sur internet, vous allez, trouver des histoires un petit peu complotistes de jeunes dans les milieux hollywoodiens et cetera. J'ai quand même, par curiosité, recherché son nom dans les fichiers, Epstein. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Moi, j'y ai quand même pensé vu l'actualité. Du coup, j'ai cherché, son nom. Je ne l'ai pas retrouvé. Il n'apparaît nulle part dans, les fichiers. Si on reste sur la piste de la psychose, elle aurait pu ingérer de la drogue à son insu, même vu que son meilleur ami assure qu'elle n'en prenait pas, qu'elle ne buvait pas d'alcool. Parce que bon, la cocaïne coule à flot à cette époque dans l'État. La Floride, c'est la plaque tournante de la cocaïne. L'État s'ouvre à l'Amérique centrale et à l'Amérique du Sud, où sont cultivés les champs de coca et où fleurissent les laboratoires clandestins. Le crack, une version moins chère de la cocaïne parce qu'en fait elle est coupée au bicarbonate de soude et à l'ammoniac, miam, fait des ravages, mais vraiment des ravages en Floride dès le début des années 80. C'est simple, 60% des drogues consommées aux États-Unis dans ces années-là sont de la cocaïne ou du crack, 20% de l'herbe et les 20% restants comprennent les stimulants comme les opiacés, le LSD et l'héroïne. Donc la première hypothèse, c'est est-ce qu'elle aurait pu développer une psychose induite ou non par la drogue? Les drogues les plus à même d'entraîner une psychose, d'après le ministère de la Santé anglais, ce sont
la cocaïne, le crack, les amphétamines, c'est-à-dire le speed, la méthamphétamine, crystal meth, la MDMA, l'ecstasy, le cannabis, le LSD et les psilocybines, donc les champignons magiques. Alors peut-être a-t-elle pris de la drogue à son insu durant cette fameuse fête qui a duré tout un week-end, un an avant sa disparition. Mais le truc, c'est que normalement, s'il n'y a pas de trouble psychique sous-jacent, cette psychose s'arrête d'elle-même environ un mois après avoir consommé. Alors, sauf si elle était une consommatrice régulière, ce qu'on ne peut pas exclure à 100% non plus, eh bien normalement la psychose aurait dû s'arrêter. Par contre, certains troubles psychiatriques peuvent entraîner des psychoses. Dans ce cas-là, elle n'aurait pas eu besoin d'ingérer de la drogue. C'est le cas de la schizophrénie, de la bipolarité, d'un stress sévère, d'une tumeur cérébrale, d'une dépression sévère ou même de Parkinson. C'est assez terrible. Donc oui, sans traitement, sans suivi, ça peut durer plus d'un an. Elle commence à avoir peur durant l'été 1982 à l'âge de 17 ans. C'est l'âge effectivement où l'on commence à faire des crises de schizophrénie, de bipolarité, de troubles de l'humeur et donc c'est entre 15 et 25 ans qu'on diagnostique le plus ces troubles mentaux, ces maladies. Donc, je sais pas vous, mais moi la piste d'une psychose induite par une maladie mentale non diagnostiquée, elle me paraît tout à fait possible. Ça expliquerait aussi les appels laissés sur le répondeur de deux adultes de Cocoa Beach après avoir été débarqués par Keith devant la Glass Bank. Après sa disparition dans un tel contexte, malheureusement, il est fort probable qu'elle ait fini dans la rue, dans la traite d'êtres humains et l'addiction, parce que quand on n'a pas de papier, de numéro de sécurité sociale, pas d'argent, on ne peut pas trouver de logement, de travail, donc on finit dans la rue. Qu'est-ce qui pourrait décrédibiliser cette première hypothèse? Eh bien, d'après moi, la seconde hypothèse. Et la seconde hypothèse, la voici. Le plus souvent, la dernière personne à avoir vu le disparu est responsable de sa disparition. Dans cette affaire, la dernière personne à avoir vu Tammy, c'est Keith Roberts. Sa version des faits, c'est qu'ils se sont disputés parce qu'elle voulait qu'il la conduise à Fort Lauderdale, donc au nord de Miami, et lui, il avait seulement prévu une petite virée pour l'après-midi à Cocoa Beach, pas plus loin. Donc, elle s'est énervée, lui, il s'est agacé qu'elle se soit énervée, et hop, il lui a dit « Bon c'est bon, maintenant, tu descends là ». Elle aurait passé ses fameux coups de téléphone à sa tante et à son ami gérant du vidéoclub après être descendue de la voiture de Keith. D'après lui, elle en avait marre de sa famille. Concrètement, oui, sa mère pouvait être envahissante et contrôlante, on l'imagine, vu qu'elle gérait sa carrière, mais jamais Tammy n'avait parlé de fuguer. En plus, la jeune femme devait partir 3 mois pour un tournage en Californie, c'est-à-dire de l'autre côté du continent, sur la côte pacifique. Alors bon, si elle voulait prendre ses distances avec sa mère, c'est exactement ce qui était prévu qu'elle fasse pendant 3 mois. Fuguer à ce moment-là n'a aucun sens. Et surtout, je vais vous dire ce qui me gêne dans cette histoire. Elle a laissé ses chaussures et son sac à main dans la voiture. Même sous le coup de la colère, quelle femme abandonnerait son sac à main dans un véhicule? Bon, le sac à main passe encore. Parfois, quand on s'énerve vraiment, on n'a plus le cerveau capable de fonctionner pour les automatismes. Mais surtout, pourquoi aurait-elle laissé ses chaussures? Vous êtes déjà allé en Floride? Alors, j'y suis allée il y a 14 ans. Aïe aïe aïe, ça ne me rajeunit pas et je peux vous dire que c'est l'État américain que j'ai le moins aimé à cause, du climat absolument insupportable en plein été. C'est chaud, ultra humide, on sue à grosses gouttes dès 7 heures du matin et il est impossible, impossible de marcher pieds nus sur du goudron chaud. Et Keith dit avoir laissé Tammy sur un parking. À une centaine de mètres de la plage, oui, mais sur le bitume. Ça peut paraître idiot, mais pour moi, c'est le détail le plus important de l'affaire. Désolée, je trouve que ça ne colle pas. Par la suite, quand Linda a signalé la disparition de sa fille à la police, ils ont pensé à une fugue, ça ne vous étonnera pas. Elle a dit aux agents que sa fille avait peur de Keith Roberts. D'ailleurs, des rumeurs courent sur Internet. Était-elle enceinte au moment de cette disparition?
C'est une période durant laquelle les femmes sont particulièrement vulnérables aux violences de leurs compagnons. Mais Keith était-il un ami, un petit ami? Ça n'a pas été rendu public. Plus tard, quand l'affaire prendra de l'ampleur, les enquêteurs diront aux médias qu'il a été coopératif et lui dira qu'il a coopéré. Sauf qu'avec les années, on apprendra que le lieutenant en charge de l'affaire à l'époque ne lui a parlé que 2 fois au téléphone. Il l'a bien convoqué 2 fois au poste, mais il ne s'est jamais présenté. Keith, lui, assure qu'il n'a reçu aucune convocation. Alors, qu'est-il devenu ce Keith? Eh bien, pas ouf du tout. Son mugshot et une partie de ses prouesses sont disponibles sur Internet, donc il a été mis en examen pour plusieurs délits et crimes au fil des ans, possession de cocaïne, falsification de preuves, pas dans l'affaire de la disparition de Tammy bien sûr, résistance avec violence lors d'une arrestation et violation de conditionnel encore en lien avec la drogue. Alors, si c'est lui qui est à l'origine de la disparition de Tammy, que s'est-il passé le 6 juillet 1983? J'imagine qu'il y a pu avoir une dispute dans le véhicule, quelle qu'en soit la raison. Peut-être qu'elle est bien descendue de voiture pour téléphoner en panique, puis remonter avec lui. Si elle en avait peur, elle est quand même montée volontairement dans sa voiture la première fois en quittant la maison. Donc pourquoi pas une deuxième? Je ne suis pas sûre que ça ait une importance folle, mais je vous ai pas donné l'âge de Keith Roberts, donc il était né en 61, donc en fait il avait 4 ans de plus que Tammy au moment de sa disparition, donc 22 ans. J'ai trouvé des restes non identifiés découverts en 1993 à Daytona Beach, à quelques kilomètres de là. On sait juste qu'ils appartenaient à une femme avec une estimation de son âge très large, de 20 à 70 ans. Alors j'ai contacté Suzanne, la sœur de Tammy, et donc elle va regarder ça, voir si les comparaisons ont été faites. Alors j'ai contacté Suzanne, la sœur de Tammy, et donc elle va regarder ça, voir si les comparaisons ont été faites. Là, vous vous dites, mais comment ça, elle a une sœur? Oui, en fait, avant d'avoir Tammy, Linda avait accouché de jumelles et les avait abandonnées. Donc Tammy ne les a jamais connues, mais Suzanne a pris le relais dans la médiatisation de l'affaire depuis que leur mère, Linda, est décédée. Bon, tout ça pour dire que le dossier dentaire de Tammy a été perdu depuis le temps par les autorités, mais peut-être est-il possible de faire une comparaison d'ADN, au moins avec l'ADN mitochondrial. Si vous voulez une petite explication là-dessus, allez écouter l'épisode sur Nadine Chabert. Donc, concrètement, il aurait pu se débarrasser de son corps avec succès, et de toute façon, comme il n'a pas été inquiété par les enquêteurs. Donc, si c'était lui la menace identifiée, pourquoi avoir peur de tous les autres, même des inconnus? En fait, je pense que l'hypothèse d'un épisode de psychose suivi d'un meurtre n'est pas complètement aberrante. Les personnes atteintes de psychose sont particulièrement vulnérables, elles peuvent se mettre en danger, et on est loin de vivre dans le monde des bisounours. D'ailleurs, si ce n'est pas Kiss, elle aurait pu faire une mauvaise rencontre après être descendue du véhicule fâchée, sans chaussures et sans sac à main. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'argent pour prendre le bus? Surtout dans les années 80, on fait du stop. Ce n'est pas pour rien que c'est l'apogée des tueurs en série. Beaucoup de proies faciles, des kilomètres mis entre le lieu de la disparition et le meurtre ou la disposition du corps, et peu de biotechnologie pour les identifier et prouver leur culpabilité. Les policiers ont d'ailleurs envisagé la piste du tueur en série Christopher Wilder, connu pour cibler des jeunes mannequins ou actrices, d'où son nom, le Beauty Queen Killer. Il a enlevé au moins 12 victimes en Floride, dans l'Utah, en Californie, au Kansas, puis dans le New Hampshire. Il en a tué 8 d'entre elles après des viols et des tortures que je ne décrirai pas ici. En 1984, il faisait partie des 10 criminels les plus recherchés par le FBI, et dès les années 60, il avait été condamné pour viol et agression sexuelle dans son pays natal, l'Australie. Lors de son arrestation, le 13 avril 1984, il se tire dessus par erreur pendant qu'un policier essaye de le désarmer, et d'ailleurs la balle ressort et blesse grièvement le policier qui, ouf, lui, s'en sort. Christopher Wilder est suspecté de 13 autres disparitions et meurtres.
Mais les enquêteurs n'ont jamais pu faire de réel lien entre Tammy et lui. Ils se sont aussi demandé si la jeune femme n'aurait pas croisé la route de John Brennan Crutchley, qu'on appelle le vampire violeur parce qu'il a juste bu la moitié du sang de l'une de ses victimes. Super. Mais il s'est suicidé en prison en 2002 et de toute façon, la police n'a jamais pu le relier à la disparition de Tammy. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces victimes ou possibles victimes ont été enlevées et tuées en Floride, vraiment pas loin du tout de Cocoa Beach. Melbourne, la ville où habite Keith Roberts d'ailleurs, et qui colle Rockledge, mais aussi Mims, Orlando. Tout ça, c'est dans le même coin. L'une d'entre elles, Nancy Kay Brown, 25 ans, a été vue pour la dernière fois à Cocoa Beach le 6 juin 1983, soit un mois tout pile avant la disparition de Tammy. Je vais peut-être faire un épisode sur les disparus de Floride parce qu'il y a vraiment de la matière, malheureusement. En tout cas, je trouve la piste de Crutchley plus plausible que celle de Wilder. Wilder bougeait énormément, il tuait sur la route, tandis que Crutchley, son terrain de chasse était exclusivement en Floride et même à Cocoa Beach. Donc s'il y a bien un profil de criminel à creuser, c'est le sien. Voilà, j'arrive un petit peu au bout de ce que je peux vous raconter sur la disparition de la pauvre et de la belle Tammy Lee Lippert. Elle avait l'air pleine de vie, pleine d'humour. On ne sait pas si c'est la maladie mentale, la rue ou un homme qui l'a fait disparaître de sa propre vie. Il est possible que ce soit un peu des trois. Dites-moi ce que vous en pensez et la prochaine fois que vous regarderez Scarface et que vous la verrez dans son bikini bleu, pensez à elle, à son histoire, sa vie bien plus riche et passionnante que ces quelques centimètres carrés de peau parfaite appuyés contre une voiture. Et pensez à aller faire un tour sur les réseaux sociaux de sa sœur, Suzanne. Tammy avait l'avenir devant elle, un avenir hollywoodien peut-être même, et c'est encore une fois bien triste que personne ne sache ce qu'elle est devenue. Je vous laisse là-dessus. Merci 1000 fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux. Les premiers auditeurs sont toujours aussi fidèles et ça me fait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner surtout. Je sais, grâce aux statistiques, que la majorité des gens qui m'écoutent régulièrement ne le sont pas, ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, cliquez, faites-le. Ça augmente largement la visibilité de la chaîne et ça me fait plaisir. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas, si vous avez envie que je traite des affaires en particulier, à m'envoyer un petit message et prenez bien soin de vous.